Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Magaye Gaye. Magaye Gaye est un économiste international, ancien cadre de la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement. Magaye écrit beaucoup sur l'économie, il est connu comme étant quelqu'un de très prolixe sur des sujets économiques, sur des sujets d'importance. Magaye Gaye, merci d'avoir accepté notre invitation. 9 mois après la prise de pouvoir de la finance avec Diomaye Faye comme président de la République et Ousmane Sonko comme Premier ministre. Magaye, quelle analyse faites-vous de l'économie du pays? Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Alassane Samba Diop, pour cette invitation. Alors, je salue vos auditeurs, je salue également vos téléspectateurs. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, nous avons connu une nouvelle alternance en ce début de l'année 2024, pardon. Alors, avec l'arrivée d'une nouvelle génération qui est venue véritablement à un moment, il faut le dire, très difficile, marqué par des comptes publics, malheureusement, qui avaient certainement, sans doute, en attendant, bien entendu, la confirmation par la Cour des comptes. Donc, je disais, donc, des chiffres qui, apparemment, n'étaient pas véridiques. Alors, ils sont venus également dans un contexte économique international relativement difficile et ils ont trouvé une économie extravertie. Une économie dans laquelle l'essentiel des biens et de notre consommation de manière générale, eh bien, est importé. Un pays où véritablement jusqu'à 1070 milliards de francs CFA d'importation sont notés sur le plan agroalimentaire. Une économie qui dépend également de segments stratégiques tels que le blé, tels que le pétrole ou le riz. Mais c'est également une économie, comme vous le savez, gangrénée par la corruption, avec des fleurons en difficulté vendus pratiquement à des multinationales. Une économie où 40 à 50% de la population qui fournit pratiquement 17 à 18% de notre PIB national, eh bien, continue de dépendre de la pluviométrie, en ne travaillant que 3 mois sur 12. Et enfin, une économie également où le secteur informel représente pratiquement plus de 50% du PIB et qui contribue faiblement, effectivement, à la valeur ajoutée et à la croissance parce que, étant faiblement financé par un système bancaire, malheureusement, qui n'en est pas un, parce que lié à une monnaie très forte, le franc CFA, qui nous empêche, bien entendu, d'avoir un taux de financement correct. Vous vous rendrez compte, dans cette situation, marquée aussi par un endettement extrêmement élevé, qui frise, semble-t-il, les 120% de notre PIB, eh bien, je pense que la marge de manœuvre était relativement réduite pour pouvoir redresser l'économie nationale. Mais cependant, je pense que des actions extrêmement importantes commencent à être posées. Vous vous rappelez, depuis 2015, je suis un économiste qui défend ce qu'on appelle l'État stratège. Ce que j'appelle l'État stratège, c'est un peu ce que fait actuellement le président Trump. Après un diagnostic de la situation, il faut prendre les vraies mesures. Nous avons un État à qui nous avons donné l'essentiel de nos moyens budgétaires, plus de 5 000 à 6 000 milliards de francs CFA. Mais cet État, paradoxalement, on lui a demandé de ne pas s'investir dans les activités économiques. Moi, je suis content de constater que cette mouvance, cette orientation a été cassée, puisque aujourd'hui, nous constatons que l'État de plus en plus
fait preuve de volontarisme. Nous constatons que le génie militaire, ce que j'appelle par les forces de défense et de sécurité sont mises à contribution par rapport à leur expertise, par rapport effectivement à leur discipline. Et ça, c'est un élément très important. Sans oublier également que sur le plan agricole, comme nous l'avons tous vu, eh bien, l'État a, semble-t-il, dégagé plus de 200 milliards de francs CFA pour aider le secteur agricole à se développer, ce qui est une excellente chose. Il est vrai que, toujours dépendant de la pluviométrie, cette année, l'agriculture n'a pas porté pour des raisons que nous savons tous, parce qu'il y avait des conditions environnementales qui n'étaient pas favorables. Mais je crois très sincèrement, pour répondre à votre question, que nous sommes sur la bonne voie et que malgré les tensions budgétaires et ce niveau d'endettement, je crois qu'au fur et à mesure, avec un peu d'effort au plan national, le Sénégal devrait pouvoir effectivement sortir de cette impasse. Et pourtant, le secteur privé sénégalais continue à dire que les choses sont difficiles, que les entreprises sont en train d'être fermées, d'autres sont en train d'être délocalisées dans la sous-région, compte tenu des taux de fixation et de taxation du fisc qui sont extrêmement importants, des redressements fiscaux qui font que certains sont en train de déserter le Sénégal. Alors, vous savez, je suis un économiste qui pense qu'avant de construire, qu'avant d'élever les murs, il faut ce qu'on appelle une fondation. Vous savez, depuis 1900, nous n'avons pas avancé. Ça, je crois que tout le monde le voit à son niveau. Mais pourquoi? Parce que tout est extraverti aujourd'hui. Alors, le secteur privé dont vous parlez à juste titre, alors, je pense que la question fondamentale est de savoir qu'est-ce que ce secteur a fait pour notre économie. Mais ce secteur continue de dépendre, j'allais dire, de produire encore faiblement. Aujourd'hui, même les cure-dents, nous les produisons sur place. Alors, qu'est-ce que ce secteur privé a fait pour permettre à nos mangues en Casamance de pouvoir avoir une transformation? Nos problèmes de conservation de l'oignon, depuis des dizaines d'années, on en parle, mais il n'y a pas de solution. Pourtant, les Indiens, le secteur privé indien vient investir, le secteur privé d'autres nationalités viennent investir ici, les Turcs, les Français, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème de capitaine d'industrie. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps, à mon avis, de recomposer ce secteur privé, de revoir qui sont à la tête de ce secteur privé afin d'en faire un vrai moteur. Et c'est tout à fait possible, cher Alassane. Parce que vous savez que le problème de nos pays, c'est que nos États, on les incrimine toujours. C'est vrai, le soutien n'est pas suffisant. Moi, je n'aurais pas fait le TER tel que c'est fait actuellement. Je n'aurais pas négocié les partenariats publics-privés tel que c'est fait actuellement. Mais il faut dire aussi, à la décharge de l'État, que de nombreux chantiers ont été confiés au secteur privé et ces chantiers ont été très mal faits, n'ont pas été finalisés. Et aujourd'hui, ce sont des éléments fondamentaux qui explique le fait que l'État soit toujours réticent pour accompagner, en tout cas, le secteur privé tel qu'il est formaté. Donc, je crois que, en plus de... Magaye, si on regarde bien aujourd'hui, vous avez parlé des Français, vous avez parlé des Chinois, des Turcs qui sont venus au Sénégal, des Indiens, mais ces gens sont accompagnés par des banques, sont accompagnés par l'État. Ils ont pratiquement bien accompagné un secteur bancaire qui finance ce genre de choses-là. Aujourd'hui, au Sénégal, les Français plaignent que le secteur bancaire au Sénégal ne finance pas l'économie. Exactement. C'est une très bonne chose parce que cette question, elle est fondamentale. Et plus près de chez nous, il y a le Maroc aussi qui le fait. Le Maroc a pratiquement réussi à faire de très grands pas autour de ce qu'on appelle sa sécurité alimentaire.
au point d'exporter grâce à une stratégie efficace vers nos pays. Mais si le Maroc l'a réussi, c'est parce que les entrepreneurs marocains, effectivement, ont le soutien de leur gouvernement, ce qui est une très bonne chose. Nous, le soutien n'est pas encore totalement consistant, mais je commence à avoir un frémissement parce que lors du sommet Chine-Afrique, j'ai vu que le président de la République du Sénégal était accompagné d'un certain nombre de personnalités du secteur privé, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il va falloir véritablement revoir la composition de ce secteur privé, regarder les plus dynamiques et les accompagner. Comment? D'abord par, je dirais, un meilleur accès à la commande publique. Ça, c'est la première chose. Une meilleure redéfinition également des conditions de partenariat public-privé, mais aussi en revisitant encore une fois ce problème dont on parle peu, mais qui fait beaucoup de dégâts sur notre économie. Je parle de la politique monétaire. Vous savez que j'ai beaucoup écrit là-dessus et j'ai toujours dit que nos autorités monétaires actuelles ne font pas de la politique monétaire parce qu'il y a des réformes de fond à envisager en ce qui concerne le franc CFA, mais tant que les mécanismes actuels demeureront, je pense qu'il sera extrêmement difficile de relancer le secteur privé. Mais encore une fois, vous avez parfaitement raison. Un meilleur engagement de l'État pour soutenir un secteur essentiel normalement pour le développement de nos pays. Dans une de votre contribution, vous dites qu'aucun développement n'est possible en Afrique sans une réforme économique approfondie de l'État. Je suis quelqu'un qui, depuis 2015, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de fréquenter votre excellente émission, Machallah, question directe. À l'époque, c'était une autre chaîne, mais c'est vous qui l'animiez. Si vous revisionnez ce que j'avais dit qu'il fallait l'État stratège. Il fallait un État qui puisse s'engager. Mais vous savez, notre État tel qu'il est actuellement ne peut plus être comme il est. Un État qui est budgétivore, inefficace. Un État qui, malheureusement, a des sureffectifs à entretenir, aussi bien l'État central que les satellites, c'est-à-dire les agences, mais aussi les entreprises publiques. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer, à mon humble avis, d'une restructuration de fonds de l'État. Qui doit passer par où? Il doit d'abord passer par, et je l'ai dit et je l'assume, des plans de départ négociés. Parce que vous savez que l'État, avec son budget, ne peut plus entretenir tous ces effectifs, dont une bonne partie, il faut le dire, a été recrutée sur la base de considérations politiques. Et je ne suis pas sûr que leur présence au niveau de l'État soit effectivement justifiée du point de vue économique. Ça, c'est le premier élément. Donc, je crois que le courage serait de dire, nous allons les accompagner vers d'autres, j'allais dire, activités lucratives, afin de leur permettre de doper le secteur privé. Ça, c'est le premier élément. Évidemment, oui. Vous disiez dans votre papier que le Sénégal, à la fin du premier semestre 2024, l'État employé près de 181 997 000 agents pour une masse salariale de 1154 milliards de francs CFA. Ces frais de personnes absorbent 30 à 40% des ressources fiscales, faisant de l'État avec des entreprises publiques et agents un véritable gouffre budgétaire. Absolument. Aujourd'hui, tout le monde sait, le FMI le sait, la Banque mondiale le sait, c'est à peine s'ils nous disent d'aller vers cette restructuration. Ça ne peut plus tenir, ça ne peut plus tenir. Et pendant ce temps, et vous l'avez très bien évoqué, il faut que l'État appuie le secteur privé. Mais avec quels moyens l'État peut appuyer le secteur privé? Un secteur privé qui est malheureusement faible. Mais il faut des marges de manœuvre budgétaires. Et moi, je les vois
au travers d'une cure d'assainissement au niveau de l'État, bien entendu par ses départs négociés, mais aussi par une meilleure gestion de la dépense publique. Et d'ailleurs, peut-être qu'on y reviendra sur le deuxième thème, parce que c'est quelque chose que je défends depuis 2015, et je crois qu'aujourd'hui, le président Trump, avec Elon Musk, a vu effectivement que réduire les dépenses publiques était aujourd'hui un acte responsable pour tout État donc moderne. Donc, je dis que ça passe par ces départs négociés, mais aussi ça doit passer par une meilleure, j'allais dire, maîtrise de la qualité de la dépense publique. Nous dépensons mal. Depuis 60 ans, le Sénégal dépense très mal. Regardez le building administratif, Mamadou Dia. On a investi de très nombreuses sommes d'argent. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que ce n'est pas terminé. Et pourtant, pendant qu'on était en train de réfectionner ce building administratif, de l'autre côté, eh bien, on avait des sphères militaires qu'on était en train de construire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des problèmes d'arbitrage au plan économique. Vous savez, la BOAD, dont vous avez rappelé, je suis originaire professionnellement de cette institution, accorder beaucoup d'importance à ce qu'on appelle l'identification de projets. Les projets, il faut bien les sérier, bien les identifier. Et enfin, je pense qu'il faut aller vers davantage de digitalisation afin de permettre à notre État véritablement de réaliser des économies, mais également d'être beaucoup plus efficace à l'heure où nous sommes dans les nouvelles technologies de l'information. Je suis même en train de proposer que certains ministères soient déménagés à l'intérieur du Sénégal pour booster l'activité économique, mais également pour améliorer ce qu'on appelle le transport interurbain et pour permettre également de dégager de l'espace au niveau de la capitale Dakar. Oui, ça nous permet d'aborder le sujet avec Trump qui est venu au pouvoir. On a vu les mesures qu'il a prises très rapidement qui ont affecté le Sénégal, le secteur énergétique avec le MCA qui était là, avec plusieurs milliards de francs CFA qui devaient être investis. Et est-ce que cela doit pousser les États africains davantage à plus de souveraineté, de prendre en charge leurs problèmes, préoccupations, de ne pas compter souvent sur l'extérieur? Vous avez campé et très bien campé la problématique. Beaucoup de gens, beaucoup d'analystes pensent que Trump, il est venu et que c'est une menace pour nos pays. Moi, je pense le contraire. Je pense que M. Trump, en sa qualité de responsable de la principale puissance économique mondiale, ne fait que défendre les intérêts de son pays. Parce que lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il a constaté? Un peu comme nous. Il a constaté que, au plan macroéconomique, eh bien, les États-Unis étaient dans une certaine impasse. L'endettement des États-Unis par rapport à son PIB représente plus de 120%, figurez-vous. Ensuite, ce que nous avons constaté, c'est que le chômage repart aux États-Unis. Et en même temps, la balance commerciale, elle est déficitaire et les États-Unis dépendent beaucoup de la Chine en ce qui concerne les bons du Trésor américain, plus de 1000 milliards de dollars justement de placements chinois, et les États-Unis étaient vulnérables. Et bien sûr, il y avait le problème du déficit budgétaire qui tourne autour de 6,4%. Et lorsqu'il est venu en bon stratège, il a dit, mais écoutez, je vais rééquilibrer ma balance commerciale, en même temps, je vais réduire le train de vie de l'État pour réduire mon déficit. Quoi de plus normal au plan économique? Évidemment, on peut discuter la manière dont il s'y est pris. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que l'économie américaine, telle qu'elle est formatée, une augmentation des droits de douane, donc avec le commerce extérieur, est de nature à poser des problèmes à cette économie américaine à 3 niveaux. D'abord, au niveau de la croissance mondiale, vous savez que nous avons constaté que la croissance mondiale est une croissance qui est interdépendante. Il suffit qu'on augmente les taux de droits de douane pour que la croissance puisse baisser. Un rapport du FMI a montré qu'une augmentation des droits de douane de 10%
pouvait engendrer une baisse de la croissance mondiale de 1 à 2%. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que peut-être les économistes de Trump ne savent pas, c'est que ça peut, à court terme, ramener ce qu'on appelle des ressources budgétaires avec cette augmentation des taxes, mais ça tue à petit feu l'économie. Au plan d'abord de ce qu'on appelle la consommation, vous savez que c'est le principal moteur des États-Unis. Il suffit qu'on augmente les taux de droits de douane pour que l'inflation puisse arriver au niveau des États-Unis. Les consommateurs vont avoir moins de marge de manœuvre pour épargner et ça peut déteindre sur l'investissement. Et de l'autre côté, les entreprises peuvent également avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que sur certaines composantes telles que les composantes électroniques, telles que les matériaux rares, les États-Unis sont dépendants du reste du monde. Donc, il faut faire attention à cette politique-là. Alors, maintenant, sur la question de l'aide, sur laquelle le nouveau pouvoir a décidé d'observer une pause de 90 jours, je crois que c'est une bonne chose pour nos pays. Parce que ça va nous ramener à cette lancinante question, justement, eh bien, de la souveraineté économique. Il faut qu'on puisse mettre dans la tête que nous avons les moyens de notre développement. Il faut y croire. En faisant quoi? Et nous l'avons rappelé tout à l'heure dans la première partie, en étant plus responsable dans notre façon de conduire les affaires de nos pays. Maintenant, il peut y avoir des effets difficiles parce que vous savez que un pays comme le Sénégal, avec un montant global de près de 600 milliards de programmes négociés avec les États-Unis au niveau de l'USAID, mais en même temps au niveau du Compact 2, eh bien, c'est des investissements en pause, c'est un emploi qui va se poser, un problème de chômage qui va se poser, parce qu'il faut rappeler que l'USAID, par exemple, c'était pratiquement plus de 10 000 personnes employées à travers le monde, mais c'est un budget de l'ordre de 50 milliards de dollars en 2023 et 2024. Donc, vous vous rendez compte, une fois que ce problème du chômage se pose, ça va exacerber le chômage au niveau de nos pays. Ça, c'est le premier élément, même s'il faut dire quand même que cette aide n'est pas altruiste. Les États-Unis ont toujours utilisé l'USAID et le Compact pour asseoir leur domination. Et je ne sais pas qu'est-ce qui pique l'équipe Trump, mais ils doivent savoir que s'ils vont dans cette direction, eh bien, ils vont affaiblir encore davantage l'influence américaine dans le monde et la Chine est en embuscade, de même que la Russie. Ces deux pays qui ont le ferme désir de pouvoir effectivement mieux augmenter leur part de marché dans un continent qui est le continent de la croissance de demain et qui est effectivement un continent qu'il faut avoir en perspective lorsqu'on veut développer son économie. Donc voilà ce que j'en pense. Je crois que c'est une bonne chose pour nous, même si également ça peut faire naître des problèmes effectivement donc à court terme. Mais en interne, qu'est-ce que doivent faire nos États pour diminuer cette dépendance? C'est pas cette l'aide. C'est une très bonne question. Voilà, c'est une très bonne question d'ailleurs, parce que vous savez, de nombreux analystes et journalistes se limitent simplement à la question de quels sont les inconvénients. Mais il faut réfléchir. L'Afrique a besoin de stratèges. Les États-Unis ont des stratèges. Elon Musk est un stratège. Le président Trump est un stratège. Mais nous aussi, il faut qu'on ait des stratèges. Il faut anticiper. Et moi, je vois 3 éléments fondamentaux. Le premier élément fondamental, c'est que il faut encore une fois travailler dans le sens de la souveraineté économique. Ce sont les éléments que vous rappeliez tout à l'heure, que j'ai d'ailleurs résumé dans un terme ou dans une expression. Il faut restructurer l'État, faire en sorte que l'État vive véritablement en deçà de ses moyens et puisse aller à l'essentiel. Maintenant, il y a un deuxième élément qui me semble très important. Vous savez que cette information
nous l'avons reçu tous comme ça dans les médias, et ça ne concerne pas que le Sénégal, ça concerne plus de 120 pays. Donc je crois que la première chose, c'est d'aller à l'information. La stratégie, ça commence par ça. Qu'est-ce que les États-Unis veulent maintenant faire avec ces programmes-là? Et là, j'attends la prouesse diplomatique du Sénégal pour aller justement vers, j'allais dire, la transformation d'une menace en opportunité. Il faut que le Sénégal, qui a toujours été connu par ses talents diplomatiques, par ses réseaux diplomatiques, puisse aller, même s'il le faut, solliciter, bien sûr, une audience auprès du président Trump et ses équipes pour leur montrer trois choses. Premièrement, si vous ne faites pas attention, la Russie, la Chine et de manière générale les BRICS, eh bien, vont nous courtiser. Et là, ce serait une perte pour vous. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, la situation géopolitique et géographique du Sénégal est telle que, de même que ses dividendes en matière démocratique, qu'il faut encourager justement ce pays-là. Troisièmement, nous sommes devenus un pays pétrolier et gazier. Et nous sommes à quelques encablures des États-Unis. Nous sommes le point le plus avancé. Donc, je crois que ça, c'est le deuxième élément, l'élément démarche vers les autorités américaines. Maintenant, il y a un troisième qui est le plus important. Alassane, il faut aller vers ce que j'appelle pousser l'intégration au niveau de notre pays. Mais écoutez, après 60 ans, nous ne commerçons qu'à hauteur de 17-18%. Bon sang, 17-18%, c'est très peu. Il faut, encore une fois, renforcer l'intégration régionale à travers la ZLECLAF. Mais en attendant, je souhaite qu'on le fasse de manière concentrique. Par exemple, Sénégal, Mauritanie, Mali, Guinée-Bissau, Guinée. Mais on peut se retrouver pour voir qu'est-ce qu'on peut échanger entre nous. C'est très important ça. Et puis deuxièmement, aller également pour faire un plaidoyer au niveau international, surtout au niveau africain, pour que désormais, eh bien, qu'on puisse véritablement développer ce commerce. Parce que n'oubliez pas aussi qu'un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, avec son secteur automobile, a besoin de ces marchés-là, parce que bientôt, ils vont avoir des problèmes avec Trump, avec l'AGOA qui va être suspendu certainement en septembre. Deuxièmement, vous savez, le textile également éthiopien, kenyan, etc., aura des problèmes certainement pour l'accès aux États-Unis. Donc, il est grand temps que nous renforcions nos moyens de coopération, mais également développer effectivement la densité commerciale en termes d'échanges en nos pays. Voilà, merci infiniment à Magaye Gaye. Je rappelle que vous êtes économiste international, ancien cadre de la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, que nous parlons avec nous de l'actualité économique au Sénégal et sur le plan international, quelles sont les répercussions, les conséquences et surtout quelles sont les réformes qu'il faut faire en interne pour que le Sénégal soit beaucoup plus serein par rapport au monde entier. Merci d'avoir été avec nous pour ce plateau de ITV. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.